je vais vous parler de miroir, encore une fois, parce que je parle très souvent de miroir. Je vais vous parler d'un miroir particulier, d'un miroir déformant, parce que convexe, qui étire l'image du centre vers les bords. Pour vous introduire ce miroir, ou plutôt cette série de miroirs, je vais commencer par une citation, un peu longue. D'autres jours, sa figure, plus lisse, engluait les désirs à sa surface vernie, et les empêchait d'aller au-delà, à moins que je ne la visse tout à coup de côté, car ses joues, mates comme une blanche cire, à la surface étaient roses par transparence, ce qui donnait tellement envie de les embrasser, d'atteindre cet indifférent qui se dérobait. D'autres fois, le bonheur baignait ses joues d'une clarté si mobile que la peau devenue fluide et vague laissait passer comme des regards sous-jacents qui la faisaient paraître d'une autre couleur, mais non d'une autre matière que les yeux. Quelquefois, sans y penser, quand on regardait sa figure ponctuée de petits points bruns et où flottaient seulement 2 taches plus bleues, c'était comme on eût fait d'un œuf de chardonneret, souvent comme une agate opaline travaillée et polie, à 2 places seulement, au milieu de la pierre brune luisée, comme les ailes transparentes d'un papillon d'azur, les yeux, où la chair devient miroir et nous donne l'illusion de nous laisser, plus quand les autres parties du corps, approcher de l'âme. C'est une citation de Marcel Proust, dans le tome 5 de La Recherche du temps perdu, dans son édition 1919, à la page 222. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de musique. Je vais vous parler d'une musique qui est comme le reflet déformé de l'âme, c'est pour ça que je commence avec des histoires de miroirs déformants. Une musique monstrueuse, anonyme, une musique de dégénéré, et je reviendrai un peu sur ce mot dégénéré, c'est une citation de Quentin Dupieux concernant sa propre production. Cette musique, c'est celle d'un groupe qui s'appelle The Residents, un groupe composé de 4 membres anonymes, pionniers dans une certaine forme d'utilisation de l'électro à la fin des années 60, enfin, depuis la fin des années 60. Et pour commencer, je vais introduire avec une petite histoire, probablement au moins partiellement fausse. Il faut comprendre que sur les Residents, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la légende, du mythe, et on n'est jamais très au clair de ce qui est vraiment arrivé ou pas. Donc les Residents sont originaires de Shreveport, en Louisiane, où ils se rencontrent dans les années 60. En 66, ils entreprennent un road trip vers la Californie, en se livrant à diverses expériences d'ordre plus ou moins artistique. Là-bas, ils sont rejoints par N. Senada, un prétendu compositeur bavarois et philosophe de la musique. Il exerce sur le groupe une influence importante, notamment à travers de sa théorie de l'obscurité. Selon Wikipédia, c'est une super source, ce dernier pourrait être soit un personnage fictif, soit les compositeurs américains d'avant-garde Harry Pruch ou Capitaine Beefheart. Voilà un album, qui tous les deux sont des sources d'influence certaines pour le groupe The Residents. Ce mystérieux Ensenada est peut-être un personnage fictif, comme je l'ai dit. D'ailleurs, son nom peut être lu comme un jeu de mots. Un jeu de mots avec Ensenada, Ensenada signifiant en soi rien en espagnol, ou no sé nada signifiant je ne sais rien, ou enseñada qui est une forme de participe passé signifiant enseigner. C'est lui donc qui formule la théorie de l'obscurité et la théorie de l'organisation phonétique. La première mentionne qu'un artiste ne peut produire de l'art pur que lorsque les attentes et les influences du monde extérieur ne sont pas prises en considération. La seconde, sa théorie de l'organisation phonétique, affirme que les musiciens devraient mettre les sons d'abord et construire la musique à partir d'eux, plutôt que de développer la musique, puis de travailler vers les sons qui la composent. La première bande inédite de Residents date de 69. Inutile de rappeler l'importance de cette date, surtout aux États-Unis. Je dis ça. Ce n'est que 2 ans plus tard que les Residents envoient une bande à Al Halberstad, le directeur de la Warner, et celui-ci, peu impressionné, les rejette tout en reconnaissant leur originalité. Aucun nom n'ayant été communiqué avec l'enregistrement, la note indiquant son rejet est simplement adressée aux Residents avec l'adresse de leur appartement. Le groupe décide de garder ce nom. L'année suivante, il part pour San Francisco et fonde la maison de disques Ralph Records, qui est toujours en fonction aujourd'hui d'ailleurs, qui fera apparaître, c'est plus eux qui la gèrent par contre, qui fera apparaître, outre leur propre production, les premiers albums d'autres artistes influents des années 80, comme Yellow, Tuxedo Moon, Ronaldo and the Love, Snake Finger et Fred Frith. Excusez-moi pour mon anglais. Pour ceux qui s'interrogent sur le nom du label, il vient de l'expression pour indiquer qu'on va vomir, Calling Ralph on the porcelain telephone. Ralph, c'est censé être le bruit qu'on fait quand on vomit en fait. Le single Santa Dog est considéré comme le vrai début de leur discographie officielle. Pas tout à fait évident à placer, mais bon. Il sort en 72. Il n'y a que 400 copies lors de la première presse. Homer Flynn, le manager, et peut-être membre, j'en
reviendra aussi là-dessus. The Residents racontent que n'ayant pas 400 amis à qui les envoyer, ils envoient des copies à tous leurs copains d'abord, puis à des gens comme Frank Zappa, le président Nixon, le pape ou Mère Teresa. Il faut savoir que Frank Zappa avait changé d'adresse et n'a jamais reçu l'album. Ce single est ensuite suivi par leur premier album, Meet the Residents, dont la pochette est un pastiche du second album américain des Beatles, Meet the Beatles. Je pense que le pastiche est plutôt clair. On ne sait jamais. Il y a énormément de liens qui sont faits par les Residents eux-mêmes entre leur musique et celle des Beatles. Ils se considèrent, c'est peut-être un peu prétentieux, comme les Beatles américains, c'est aussi très à côté de la plaque, et ils ont d'ailleurs fait des albums de reprises directes des Beatles, intitulés Residents Play the Beatles. La plupart des radios de la côte ouest des États-Unis refusent de le promouvoir, et seul Bill Reinhardt, un directeur des programmes d'une station de Portland, diffuse le single. C'est pas super étonnant quand on connaît Portland. En 1974, les Residents traversent une mauvaise passe et décident d'enregistrer le futur Not Available, qui illustre la théorie de l'obscurité de Ensenada. Une fois enregistré, l'album est placé en lieu sûr pour n'être rendu public que lorsque tout le monde l'aura oublié. Toutefois, des obligations contractuelles forcent sa sortie en 1978, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Et histoire de ne pas non plus vous parler de musique mais qu'on n'écoute rien, je vais quand même vous passer un petit extrait donc, de Santa Dog, leur premier morceau, dans sa version 72. Santa dogs are Jesus fetus, Santa dogs are Jesus fetus, Santa dogs are Jesus fetus, there's no presence in the future. L'album fait 13 minutes, donc, enfin, le morceau fait 13 minutes, donc je ne vais peut-être pas vous le passer en entier. Ne vous inquiétez pas, on aura d'autres morceaux de Residents. Musicalement, les Residents utilisent beaucoup le sampling afin de déconstruire des morceaux principalement issus de la musique pop. Ils les désarticulent et les rendent plus oppressants et en font des morceaux finalement opposés en termes de théorie musicale comme d'idéologie à leur matériau de base. Le groupe est formé de 4 anonymes et conformément à leur enseignement porté par Ensenada, ils restent absolument anonymes. Dans un temps premier, les 4 portent le même masque, des globes oculaires surmontés d'un chapeau de forme. Voilà. Les masques oculaires sont colorés normalement avec des couleurs différentes, on le verra un petit peu après. Ces yeux sont donc ces miroirs de chair avec lesquels j'ai commencé la conférence. Ce sont des éléments signifiants majeurs de la logique des Residents. Ils sont là pour nous enfermer dans notre statut de regardeur. Ils nous placent dans une sorte d'impossibilité d'accéder aux artistes. Les yeux nous renvoient le reflet de notre propre fascination face aux idoles musicales. Ces yeux sont d'une certaine façon comparables à la bouche des Rolling Stones. J'imagine que vous voyez tous le logo. Et ils seraient à percevoir comme le pendant obscur de cette bouche, remplaçant le cri érotique du rock par le bruit glaçant des synthétiseurs. Les Residents se mettent à distance. Ils n'invitent pas leur public, comme avait une certaine tradition de la pop music, mais ils le fixent et le figent dans sa position d'écouteur. Je prends donc ma petite histoire. En 1976, ils sortent leur album The Third Reich and Roll, un pastiche du rock des années 60, avec uniquement 2 longs titres qui sont enregistrés par-dessus les classiques du rock, des Beatles, des Cream, des Doors et des Rolling Stones, découpés, doublés, aux paroles et aux instrumentalisations modifiées. Les chansons originales sont ensuite retirées des bandes et on garde que la prestation des Residents. La pochette d'album représente Dick Clark, le présentateur télé, en uniforme nazi entouré de petites Batiska et d'Adolf Hitler. Plein de petits Adolf Hitler. Je ne vais pas les visualiser ici, désolé. Les Residents sortent ensuite 4 albums jusqu'en 1980, Fingerprints, dont je reparlerai un peu plus tard, Dexta de Buster and Glenn, Eskimo, et le commercial album en 80. Chacun à sa façon poursuit les recherches de formes non conventionnelles de musique. Eskimo se compose de sons de percussion et de voix uniquement, et le commercial album contient 40 chansons qui ne durent qu'une minute. D'ailleurs, lors de sa sortie en 1980, les Residents créent 4 courts-métrages à l'aide de Graham Wilford. Les courts-métrages Moisture, Act of Being Polite, Simple Song et Perfect Love. Ces one-minute movies, basés sur les titres de l'album, font désormais partie de la collection permanente du Musée d'Art moderne de New York. C'est pas mal.
Puisqu'ils sont parmi les pionniers de l'utilisation du clip vidéo, ils sont aussi parmi les plus diffusés au début de la chaîne MTV. Et donc je vais vous passer le commercial album, les One Minute Movies. Someone saw a strange amount of moisture on her lips, and it was also seen upon her arms and on her hips. Exactly who she was or how she died, but when they opened up her purse, they found a snail inside. I found her crying in the morning, sitting in a chair. She was wrapping something up and wrapping it with care. I did not mean to hurt her when I fell asleep last night. I was just exhausted from the act of being polite. Yes, I was just exhausted from the act of being polite. There's something I must tell you, there's something I must say. The only really perfect love There's one that gets away. We are simple, you are simple, life is simple too. We are simple, you are simple, life is simple too. Donc, en 1981, sort leur album Mark of the Ball.
C'est le premier album d'une trilogie concept qui sera suivi de The Tune of Two Cities l'année suivante et qui s'accompagne d'une tournée promotionnelle qui voit la première apparition de ce costume emblématique que je vous ai montré tout à l'heure. Viennent ensuite les albums Whatever Happened to Glenn Spatz, George and James et la quatrième partie de la trilogie du Mall, The Big Bubble. Je fais une petite pause ici pour vous parler de la trilogie en 4 parties. Voilà, c'est quand même un point un peu important. Et on pourrait aussi évoquer d'ailleurs leur album Tourniquet Off-Road, qui est un vinyle pressé sur 3 faces. Techniquement assez compliqué. En fait, normalement, 2 faces devaient être pressées avec des bandes en parallèle. L'album ne sort pas pour des raisons économiques, mais ça les rapproche en revanche d'un autre groupe d'artistes, disons. Excusez-moi, je me perds un peu. Que sont les Monty Python. Puisque c'est les Monty Python qui ont eu, la même année qu'eux, mais peu de temps avant, l'idée de sortir un album à 3 faces, qui d'ailleurs eux l'ont sorti, qui s'appelle The Monty Python Matchy Tie and Handkerchief, et qui a été distribué gratuitement dans les boutiques de mode masculine. La deuxième phase du vinyle comportait donc 2 sillons parallèles, et aucun titre n'a été mentionné sur la pochette d'album. Je vous parle de ça pas simplement pour faire un lien complètement gratuit, mais pour parler aussi de la partie comique des Residents. Puisque je vous ai dit qu'ils font une musique relativement violente, plutôt sombre, mais il y a aussi un énorme penchant de second degré dans leur travail, sur lequel je vais revenir un peu plus tard, mais qui est déjà fortement annoncé dans leur trilogie en 4 parties, leur album Multiface, etc. Donc les 4 membres du groupe apparaissent systématiquement masqués dans un premier temps, avec leurs 4 eyeballs, puis après leur Anniversary Tower au Japon et aux États-Unis, le masque de Mr. Red A est dérobé. Ils apparaissent ensuite avec 3 eyeballs et un crâne noir. Il faut savoir qu'en réalité, l'eyeball qui a été volé est ensuite restitué au groupe. Cependant, ils refusent de l'utiliser, l'estimant définitivement autre. Ce sentiment d'une chose qui devient autre, dont on est dépossédé, qui est transformé dans sa nature profonde, simplement par un changement de milieu et de contexte, est au cœur de la construction musicale des Residents. On peut dire qu'ils ne créent pas absolument de musique, mais qu'ils en changent le contexte. Ils en déforment la nature. Chacun de leurs albums est un ensemble de références complexes à l'histoire de la musique. Cette envie de déplacement explique d'ailleurs le nombre assez considérable de leurs influences. On peut citer parmi elles les musiques de films ou des séries télé des années 60 et 70, les musiques des compositeurs associés au surréalisme, la musique romantique, l'avant-garde musicale américaine, les musiques de cabaret, de burlesque, de théâtre comique, les techniques vocales utilisées en dessin animé par les ventriloques et par les marionnettistes, la poésie sonore, la musique country, blues, jazz, rock, psychédélique, la musac, les jingles, la pop anglophone commerciale, la musique militaire, la musique traditionnelle américaine, les musiques de gamelan baliné, le javanais et le kulintan, ainsi que d'autres musiques traditionnelles de différentes cultures. Ça fait quand même pas mal. La structure de leurs morceaux est peu harmonieuse. Comme je vous l'ai dit, les couches musicales se superposent, s'ajoutent, se répètent dans une sorte de chaos qui parfois confine à l'insupportable. C'est pas très grave, ça va introduire la suite. Pour comprendre comment ils opèrent ce changement de point de vue, il faut d'abord revenir un peu sur l'anonymat du groupe. C'est pas un anonymat virtuel, comme celui du groupe Gorillaz par exemple, qui ont des alter ego, mais on sait qui sont les artistes. C'est un anonymat réel qui est plus proche de celui de l'écrivain américain Thomas Pynchon, qui apparaît juste là. Et d'ailleurs, je vous recommande fortement le film A Journey into the Mind of Pi, dont ils ont signé la musique. Donc voilà, le lien n'est pas absolument gratuit. Ils le font eux-mêmes au travers de leur production. C'est un autre genre de masque. C'est un masque qui est entre la disparition réelle et la fétichisation du mystère. Le groupe peut potentiellement être mort depuis des années et n'avoir continué à exister que par une passation de masque, comme une passation de pouvoir. D'ailleurs, la mort est chez eux omniprésente depuis la perte de leur ego, le crâne noir les accompagnant partout. De plus, contrairement aux groupes constitués d'entités bien distinctes et aux fonctions définies, les Residents sont, dans l'idée en tout cas, interchangeables. En cela, ils sont une forme d'absence de présence physique et surtout d'absence de figure auxquelles s'identifier. Au sujet du fait qu'ils sont interchangeables, il faut aussi penser qu'on ne sait pas exactement quels sont les instrumentalistes qui chantent, s'il y a d'autres gens qui interviennent sur leurs albums. Et les visuels que l'on voit d'eux passer depuis tout à l'heure, leur prochain album, sont dessinés par les Residents, probablement par un d'entre eux, mais on n'est pas très sûr. Sans aucune sanction. Gaspard Hauser est un adolescent qui a vécu au XIXe siècle. Élevé dans le plus grand secret et pour des raisons mystérieuses. Il grandit seul, attaché dans une petite pièce où la nourriture lui est apportée pendant son sommeil.
Si Gaspard Hauser n'a pas eu accès au langage, il n'a pas eu non plus accès à l'image de soi. L'absence de perception de soi est d'une certaine manière liée à la perte du langage. Supprimer l'apparence, c'est faire un premier pas dans la destruction des repères. On ne sait plus qui produit la musique chez les Residents. On ne sait plus qui crée le son, qui est l'orchestre. Gaspard Hauser a d'ailleurs suscité de nombreux textes, des analyses, des théories, des fictions et de la poésie. Je parle de cette poésie parce que le langage de Gaspard Hauser est en lui-même un sujet de réflexion sur la capacité à communiquer. Puisqu'il n'a connu le langage que très tard, vers 16 ans, Hauser nous permet de prendre du recul sur une chose qui pour nous est presque impossible à imaginer, le fait de penser le monde en dehors des mots. D'ailleurs, quand il apprend à parler, c'est laborieusement. Il bégaye, il hésite, il se trompe, il utilise un mot pour un autre, répète des choses pour se les approprier. Cette façon de s'exprimer, c'est quelque part celle aussi des Residents. Il bégaye, il bafouille, il répète les choses pour essayer de se les approprier. Pour mieux comprendre cette comparaison, je vais vous passer deux morceaux. D'un côté, un original composé par Lee Hazelwood pour Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, et de l'autre, sa série à reprise, Boots par les Residents. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days these boots are gonna fall over you. Ba-boom, ba-boom, Walk all 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 over you. ba-boom, ba-boom. Je n'ai pas choisi de mettre ce morceau-là sans raison. Parce que ce qui est important, c'est que le groupe crée une forme de tension vers l'inaudible, vers le désagréable. Et la question de pourquoi vouloir créer une musique difficile à écouter peut se poser. Pour comprendre cette démarche, il faut d'abord se tourner vers son antithèse, la musage. Oh. Ça, c'était pas de la musage. Ça, c'est de la musage. La musique, c'est une musique qui est faite pas pour être écoutée, mais pour être entendue. Une musique qui est dépouillée de toute spécificité, elle en devient presque invisible. C'est une musique qui est communément appelée musique d'ascenseur, qui heurte si peu les oreilles et ses accords sont à ce point aplanis qu'il est difficile de véritablement lui prêter une oreille attentive. Elle est le symbole ultime de la musique commerciale, créée littéralement pour vendre, pour faire vendre. D'ailleurs, on l'a diffusée dans les années 60 dans les grands magasins. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la musique, mais allez vous renseigner, c'est hyper intéressant. La musique hyper déconstruite des Residents fonctionne dans un effet inverse. Elle occupe l'espace, elle force à prendre position, elle ne permet pas l'indifférence. C'est cette impossibilité d'indifférence d'ailleurs qui est au cœur même de leur déconstruction musicale. Et à mon sens, il en va de même des œuvres importantes de la littérature et du cinéma. Quand elle blesse, c'est avant tout parce qu'elle refuse la possibilité de la passivité du spectateur. En fait, le mot même de spectateur devrait être détruit par ce genre d'implication. On ne peut simplement pas assister à ces œuvres. On doit les vivre. Leurs pièces ne sont pas simplement déconstruites, elles sont laissées avec une apparence étrange de ruine qui réclame une exploration. D'ailleurs, la musique, dans sa nature même, possède quelque chose qui est l'ordre de la réappropriation. L'interprétation de morceaux préexistants en est l'aspect le plus évident. Mais on peut aussi citer le remix, la reprise, la cover ou l'association avec des images. La fabrication de cubes. D'ailleurs, sans tomber dans les évidences liées au rapport son-image, il est notable que depuis quelques années, les blockbusters américains font un grand usage du décalage sémantique entre la musique et l'action. Ainsi, on peut avoir des airs lents de classiques qui sont utilisés pour des scènes d'action de manière très naturelle.
Mais si dans ces cas-là, le choix reste un retournement un peu grossier, décidé par le seul réalisateur du film, il y a des cas de correspondance plus intéressants à mon avis, qui sont les fan clips. Parce qu'il s'agit d'une forme de réappropriation de nouveau par les gens qui écoutent la musique. L'exemple le plus frappant à mon sens d'appropriation par le public est Dark Side of the Rainbow. C'est l'idée que l'album Dark Side of the Moon des Pink Floyd pourrait être parfaitement superposable au film Wizard of Oz, le magicien d'Oz. C'est une idée qui est fausse, le groupe lui-même l'a dit, mais qui continue d'être très largement exploitée, sur lequel les gens continuent à écrire, à chercher. On peut trouver un nombre incalculable de montages, de tentatives de montage de l'album sur Wizard of Oz. La construction, ou plutôt la déconstruction des Residents, c'est une façon de rendre au public passif le pouvoir d'explorer les œuvres musicales qui l'entourent. C'est la construction d'une musique labyrinthe. En littérature, on pourrait citer dans les précurseurs de cette démarche des romans comme Don Quichotte, Fiction de Borges, Faustrol de Jarry, Ulysse de Joyce ou n'importe quel livre de Kafka. En fait, tous les auteurs qui ne se contentent pas de raconter des histoires, mais qui offrent au lecteur la possibilité de se raconter des histoires. Tous les auteurs qui font de leurs lecteurs des êtres agissants. Puisque je parle d'agir, autant que je vous montre un petit peu comment les Residents existent en live. Baby, shine a little light back into some dark corners and show that the good book is also the bad book. So we will start with 3 stories. The first one tells the tale of a young girl dancing from the sweet sunshine of youth into a place where birthdays are celebrated with severed heads. Then we have the story of Jeremiah, also known as God's gravel eater. Jeremiah is locked in chains and pierced with arrows as he grovels from the bottom of a pit filled with rocks and water. And not only that, his enemies are still plotting against him. This guy has got it bad. And finally, we will end this first section with the story of a defeated general who has been rolled up in a carpet by a confused young woman. Now, the general thinks he's safe, hidden from his enemies, but he has a big surprise coming.
J'imagine que les plus attentifs d'entre vous se sont rendus compte que les deux derniers extraits sont en fait, pour une part du théâtre No, celui qu'on vient de voir, et l'autre du kabuki. Donc avant d'aller plus loin, je vais faire une parenthèse sur un sujet que je maîtrise très mal, à savoir le kabuki. Le kabuki, c'est la forme épique du théâtre japonais traditionnel, centré sur le jeu d'acteurs à la fois spectaculaire et codifié. On le reconnaît au maquillage des acteurs et à l'abondance de dispositifs scéniques. L'extrait d'avant. Une part de ces dispositifs vise à souligner les retournements présents dans la pièce. Les trois idéogrammes qui composent le mot signifient chant, danse et habileté technique. Il semble qu'il s'agisse de la forme ancienne du verbe katamuku, qui désignerait ce qui est peu orthodoxe, en référence à une forme de théâtre considérée à l'époque c'est environ 1603, comme d'avant-garde. En gros, le kabuki, à l'origine, est lié au spectacle religieux de la prêtresse Okuni, au cours desquels une séquence la présentait déguisée en homme en train de niquer dans un quartier des plaisirs. Ces représentations scandaleuses seront rapidement interdites pour renaître sous la forme de spectacles donnés par des prostituées dans le lit asséché des rivières. Les représentations prennent rapidement fin, interdites par le shogunat Tokugawa, et les prostituées étant parquées à des quartiers réservés dès 1629. Excusez-moi. Entre-temps, à partir de 1612, des troupes de femmes vont émerger la concurrence d'un kabuki d'hommes, destiné à éviter les troubles à l'ordre public. Les rôles féminins sont interprétés par de jeunes garçons. Il faut aussi savoir que le Yaro Kabuki subit sous l'influence du Kyogen, le théâtre comique et le théâtre no, celui-là, un changement de style radical vers une haute sophistication et la stylisation du jeu. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ma conférence Une œuvre obscure? Et bien avant de l'expliquer, je vais vous passer un dernier extrait, qui n'est pas là, qui est ici. Qui n'est pas là. Ah pardon, excusez-moi. Avant, j'ai quelques images pour faire le lien entre les Residences et le théâtre no et le théâtre kabuki. Donc théâtre no, théâtre kabuki et Residences. So you're in the army as well, Danny boy, or I'm in the army as well, Danny boy. And when I see old pals like you, I'm glad I'm in the army too. Had you never seen me here before? I had never seen you here before. That's all right, Dan, for a man is a man. You needn't shout, really, Dan, my dear man. What is there to shout about? For men are men. Let us say that again. A man's a man, so it's all right, Dan. Hilcoa sun shines down upon 6,000 soldiers and their doom. When they are dead, no tears are shed, none on the list is ever missed. And so we sing, who cares on whom? The ruddy son of old Hilcoa shone. Ok. Maintenant, on a à peu près tous les éléments pour pouvoir plus sérieusement analyser les Residences. D'abord, il faut voir comment ils utilisent la scène. Elle est exploitée comme un lieu de performance d'abord, mais aussi comme un lieu de danse, de chant, un lieu qui est structuré théâtralement et cinématographiquement. Il y a un réel rapport, comme vous l'avez vu, ce sont les premiers, ils sont parmi les précurseurs dans le domaine du clip, donc ils ont un réel rapport au cinéma. La scène, c'est un espace où on s'avance masqué pour eux, un espace où vont s'opérer des transformations dans la musique et dans les corps. C'est un lieu qui fait appel à la transe et à l'illusion, au moyen de deux techniques, la lumière et le son. Dans le théâtre kabuki, les changements de costumes ne se font pas en loge, mais par un dispositif scénique. En fait, il faut comprendre que dans le théâtre kabuki, les scènes n'ont pas la même structure que les nôtres. Ça, c'est donc une scène de théâtre kabuki avec tous les dispositifs scéniques qui ne sont pas nécessairement tous là sur chaque scène de kabuki. Là, c'est vraiment une scène qui en a presque le maximum. Vous voyez le pont qu'on a à gauche, enfin, droite, peut être doublé. Des fois, on en a deux qui viennent traverser la salle. Donc, cette scène, elle se structure dans une espèce de L retournée avec un couloir qui avance et qui traverse toute la salle. D'ailleurs, des fois, on porte lui aussi des trappes. Et un dispositif tournant au milieu qui permet des changements de costume
et au-delà des changements de costume, des transformations. Donc des transformations de personnages, des révélations des personnages, des fois des transformations aussi qui vont aller du masculin vers le féminin. La transformation est un des mots importants qui explique le titre de cette conférence. La loge, c'est un lieu de métamorphose, un lieu de transformation. C'est le lieu où on va changer d'identité. On perd son statut d'homme pour devenir artiste, au minimum. La loge, ça peut désigner plusieurs choses. Ça peut désigner un petit logement, pratiqué habituellement au rez-de-chaussée d'une maison, près de la porte d'entrée, et destiné à l'habitation du concierge. À ce sujet, toute cette conférence peut être mise en rapport avec le film Le Locataire de Roman Polanski, mais faites le rapport tout seul. Ça peut aussi désigner un compartiment dans une salle de spectacle, contenant plusieurs places, séparées les unes des autres par des cloisons, ainsi que par extension, donc le public et les spectateurs présents dans ces loges. C'est aussi une pièce dans les théâtres réservée à chaque acteur ou actrice pour s'y costumer. Dans un tout autre domaine, on peut penser aussi à la loge en tant que lieu de réunion des francs-maçons. C'est aussi une partie des buffets d'orgue, là où sont les soufflés. Les résidences, eux, ils perdent leur identité secrète pour devenir des icônes oculaires et occultes. Le kabuki s'est construit sur une transformation, sur un changement de genre, dans un jeu constant entre le féminin et le masculin, dans une voie qui finit par se confondre pour n'être plus ni celle d'un homme ni celle d'une femme. Dans le kabuki, la révélation, le retournement de situation revêt une grande importance, comme dans l'œuvre des Residents. Il n'y a jamais de révélation, jamais de situations qui sont dénouées. À l'image de leur film Villainous Fats. C'est un film qui n'est jamais fini et qui sort dans une espèce de version tronquée qui s'appelle Whatever Happened to Villainous Fats. Cette version tronquée, c'est comme un constat de l'échec même de pouvoir faire un film. Quand ils disent Whatever Happened to Villainous Fats, ce serait presque qu'est-ce qui s'est passé dans le film Villainous Fats. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu exister? Parce que les Residents sont dans l'espace même de la révélation permanente. Ils sont dans la loge obscure. Là, précisément, on situe une forme de secret d'initié. Cette loge, c'est celle que David Lynch nous fait visiter dans sa série Twin Peaks. Désolé pour le spoil. Et c'est un lieu où les valeurs sont renversées, où le haut et le bas, où les hommes deviennent des femmes, un lieu où l'on regarde la musique. Ce lieu existe bien avant les Residents, bien avant qu'ils viennent s'y installer. Ce lieu, c'est le carnaval. Le mot carnaval apparaît en français en 1549, dans le sens fête donnée pendant la période du carnaval. Il vient de l'italien carnavale ou carnavallo, et il a pour origine carnalevare, un mot latin formé de carne, viande, et levare. Il signifie littéralement entrer en carême. D'ailleurs, de ce mot viendra l'expression carême prenant, qui a dérivé en deux expressions. L'une, tout est de carême prenant pour parler de certaines libertés, en particulier dans le domaine des mœurs, qui se prenaient traditionnellement d'ailleurs pendant la période du carnaval. L'autre pour désigner une personne costumée en carnaval, ce qui indique une personne généralement habillée de façon ridicule. Il faut aussi savoir concernant l'étymologie du mot carnaval que des étymologues un peu fantaisistes ont avancé comme origine du mot carovale, qui voudrait dire adieu à la chair. Vous vous souvenez sans doute de ma citation du début, dans lequel je vous parlais des yeux, qui sont cet espace où la chair devient miroir et nous donne l'illusion de nous laisser, plus quand les autres parties du corps, approcher de l'âme. Dans les Residences, dans la musique des Residences, dans les visuels des Residences, la chair est effacée. On va le voir dans la partie finale. Il faut aussi savoir qu'il existe une version mise en scène du carnaval, une version plus proche de celle des Residences, et cette version, c'est celle de la commedia dell'arte. La commedia dell'arte, c'est donc un genre populaire, genre de théâtre populaire italien, dont les premières troupes apparaissent avec les troupes de comédiens masqués autour du XVIIe siècle. Les acteurs masqués improvisent des comédies marquées par la naïveté, la ruse ou l'ingéniosité. Elle tient ses racines des fêtes du rire, qui sont basées d'ailleurs pendant les périodes du carnaval. Avec les premières comédies en prose, d'Angelo Delco, dit L'Orusante, chaque personnage s'exprime dans un dialecte différent. Elle prend une forme plus proche de celle que l'on aujourd'hui. Dans la commedia dell'arte, la comédie est improvisée, le discours est sans cesse renouvelé, et les acteurs s'inspirent de situations dramatiques, des circonstances qui les entourent et des lieux dans lesquels ils jouent pour transformer la pièce. Ils en font une œuvre changeante, incessamment rajeunie. Quant au type de comiques, ce sont les mêmes que ceux des comédies italiennes. Les masques et les bouffons s'y retrouvent. Il y a d'abord les quatre types principaux, pantalon, le docteur, le capitaine, et les zanni ou valets, avec leur variété de fourbes, d'imbéciles, d'intrigants ou poltrons.
puis les amoureux, les Horace, les Isabelle, et enfin les suivants comme les Francisquines ou Colombine, qui apparaît sous la forme soit d'une jeune fille de bonne famille, et le plus souvent comme une prostituée ou une coquine. D'ailleurs, ce rapport prostituée-fille de bonne famille est de nouveau dans un espace de transformation, entre des choses un peu antagonistes. Ensuite viennent Rosetta et Esmeralda. Et les acteurs qui incarnent ces différents personnages les choisissent en fonction de leurs caractéristiques physiques à eux. Ils les conservent toute leur vie. Ils plient leur existence entière à ces figures. Ils lisent et pratiquent les mêmes activités que leurs personnages. Ils se fondent entièrement dans leurs personnages. Dans la Commedia dell'arte, le monde entier est une loge. Chaque instant vous prépare à la présentation. Des efforts sans commune mesure sont déployés pour faire rire. Le burlesque est une ascèse perpétuelle et magnifique. Le carnaval, qui est la fête du retournement des valeurs, est une fête de masques. Le haut devient le bas devient le haut, et le bas se confond avec le haut. Donc je m'emporte un peu, mais heureusement c'est écrit. En fait, tout ça peut être résumé à deux questions principales. Et pour vous expliquer ces deux questions, je vais d'abord vous passer un petit extrait de Whatever Happened to Millennium Fats. Le film est disponible sur YouTube, il fait une demi-heure, et si vous avez le courage de le regarder, vous êtes très courageux. Alpha and Omega are the Berry Boy twins, and when the Berry Boy twins are not pursuing their occupation as tag team wrestlers, they often indulge in a bit of Indian occultism. This is one of those times. Civil disorder has erupted in the small colony of Vileness Flats. I just love it when those little hits pop right off there. Head pops off. Head pops off. Using a little Indian magic, these two conjure up an Indian priestess to help settle this dispute. But this particular Indian priestess has a problem. She lives forever and is always falling in love with short, powerful men who quickly die. In Vileness Flats, she falls in love with a man who lives with his mother. He leads a strange life, with two distinctly different identities. First, he's the respected religious leader of the community. Second, he is the leader of a band of social outcasts who live in a cave outside of town. The Indian priestess is ineffective, being in love, so she brings Alpha and Omega, the Berry Boy twins, to Vileness Flats. Alpha and Omega are first honored at a banquet, but are then unknowingly led into a trap in a local nightclub by a beautiful singer who skillfully pits them against each other. Meanwhile, our short leader falls prey to the pressures of having to be his two identities at once. Lead
Je sais que vous voudriez en voir beaucoup plus, mais il faut quand même que je conclue. Cette question donc. Comment la loge supprime la chair des acteurs et des comédiens? Et comment elle les habille avec l'obscurité de la scène? Faire à l'image ce qu'on fait au son, faire subir au son une transformation carnavalesque, changer son point de vue pour devenir un miroir convexe, qui déforme en partant du centre initiatique vers les bords occultes, faire de sa vie une loge obscure et plus obscure encore.